Voilà, bonjour chers amis, ou bonsoir plutôt. Voilà, je crois que la lumière n'est pas des meilleures, mais bon, on va faire avec ce qu'on a quand même. Hop là, je vais pas me tricher quand même. Voilà, super. Je crois qu'on se voit. C'est déjà quelque chose, voilà, bien. Donc je vous salue tous. Voilà, je m'excuse du petit retard, mais on est là, voilà, à 21h30. Euh, J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter de la méthode ou de la technique Sonka. Bonsoir, le grand Khalifa Diaby. Voilà, on va discuter très rapidement de la technique Sonka, ce qu'on appelle Sonka, qui est très appris, qui est très enseigné. Voilà, on va en discuter très très rapidement en fait sur ça. Ce sera un petit rappel pour tout le monde. Voilà, c'est comme j'ai l'habitude de le faire ces temps-ci, de plutôt discuter de petits thèmes, notamment des termes mémotechniques. Mbaye Ba, bonsoir Mbaye, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un très très grand plaisir de vous retrouver. Vraiment, je voudrais que vous y croyiez. C'est énorme pour moi de vous voir sur Marketing TV Monde, la chaîne du savoir. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on traite d'un thème qui est très, je n'allais pas dire banal, c'est un thème très, très, très utilisé. Voilà. Mais c'est un thème qui est peut-être tellement fort qu'il a dû faire peur à mon ami Laïb Ambasek, qui a dû faire Monsieur Khan traite du thème son co ou son cas, un truc comme ça. Voilà. Ablaï, je vous salue beaucoup, Ablaï. C'est un plaisir de vous écouter. Vous, Khalifa Diaby, Zofou Dramé, vraiment. Vous tous, hein, vous faites la fierté de ces jeunes enseignants. Pour les vieux comme moi qui avons pris une retraite en fait par rapport à tout ça, c'est un bonheur énorme notamment que de voir que vous prenez la relève et vous le faites tellement bien qu'on en est parfaitement heureux. Voilà, ça je voulais vraiment vous le dire. Je ne sais pas si on le dit assez souvent, mais je crois que c'est très important qu'on le dise et qu'on le redise. Ça nous fait un très très grand plaisir. Voilà, bien. Je voudrais aussi saluer Laïb Ambasek notamment, hein, vraiment, qui lui aussi fait un travail énorme, notamment pour que vraiment tout le monde puisse suivre la chaîne, qu'on puisse découvrir de nouvelles choses, qu'on puisse apprendre de nouvelles choses. En tout cas, personnellement, j'apprends tous les jours des nouvelles choses sur Marketing TV Monde et j'en suis particulièrement fier. C'est des très très bonnes choses sur lesquelles on apprend, on progresse, voilà. Et je crois que la vie n'a de sens que par rapport à ça, notamment si on peut réellement avancer, découvrir de nouvelles choses, évoluer. Le thème que Ablai a traité sur notamment le marketing des consultants, en tout cas des entreprises qui font du conseil, a été un thème que j'ai énormément apprécié, je ne vous le cache pas, voilà. Et j'ai bien aimé en tout cas tous les échanges qui s'y sont faits. Et je crois que c'est très important que les gens comprennent que le conseil est aussi un métier, que ça demande aussi un certain savoir, que ça demande aussi une certaine approche. Malheureusement, beaucoup de jeunes, à l'issue de leur formation, se lancent rapidement sur tout ce qui concerne euh, notamment le conseil. C'est vraiment un métier qui n'est pas de la plaisanterie du tout. C'est un métier d'une très grosse importance sur laquelle je crois chacun devrait faire très 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 attention, apprendre. Et c'est un métier qu'on apprend avec des professionnels. C'est pas un métier qu'on apprend dans des livres ou en rencontrant des gens. Je crois que Ablai en a certainement parlé. C'est très important, en tout cas concernant le métier de consultant. Il est parfaitement important d'aller dans les cabinets de consultants. C'est très important parce que c'est un métier qui demande énormément de précision. C'est un métier qui demande énormément de précision. Pour ma petite expérience, par exemple, quand j'ai démarré, j'ai été très choqué, par exemple, la première fois que je rendais un rapport à l'USAID, qu'il m'ait rendu le rapport avec énormément de rouge. Alors, je n'ai pas compris les rouges.
Les rouges, c'était des accents que j'avais oubliés, des virgules, des trucs comme ça. Et après, j'ai failli me plaindre en fait. Et c'est un de mes grands qui m'a dit, grand, il ne faut pas te plaindre, c'est que tu n'as même pas le droit en fait d'oublier un accent ou d'oublier une virgule ou d'avoir une tournure de phrase qui ne soit pas une phrase soutenue. C'est extrêmement important. Et quelquefois, vous rédigez les rapports de 100, 200, 300 pages où il faut mettre un français extrêmement bien fait. Parce que vous travaillez pour des gens qui justement sont des experts comme vous. Et vraiment, Ablaye a très très bien présenté la chose dans un détail très très bien fait. Et je vous encourage, je serai là pour le prochain live pour mieux vous écouter. Voilà. Concernant la communication, Diaby fait de très bonnes choses. La vente et l'Aibamba, ça vous le savez, c'est un expert dans ce domaine. Voilà. Bien. Vous me permettrez, juste avant de commencer, c'est vrai que je n'ai pas partagé, donc je demande à tous qui peuvent partager de le faire tout de suite. Hein. On va commencer dans 2 minutes juste. Je voudrais juste que vous me donniez la chance de pouvoir faire un hommage, notamment à un ami, à un frère, à vraiment quelqu'un d'extraordinaire, notamment, si je peux le dire comme ça, qui a été quelqu'un qui a beaucoup marqué le monde de l'enseignement, qui était un spécialiste reconnu non seulement au Sénégal, mais aussi dans toute l'Afrique, comme étant un grand spécialiste de la communication. Il s'appelle notamment Khadim Dawson. Khadim Dawson, c'est un homme qui avait d'énormes qualités, de très très grandes qualités humaines. C'est quelqu'un avec qui j'ai enseigné à AFI. Les gens de AFI le connaissent très très bien, que ce soit à l'IAM ou dans d'autres écoles. Je crois qu'il a fait beaucoup d'écoles. C'est quelqu'un qui a vraiment tout fait pour, en tout cas, participer à l'émergence de jeunes qui sont des spécialistes. Et il ne l'a pas fait seulement pour les étudiants en marketing, il l'a fait pour les étudiants dans plusieurs domaines. Et très sérieusement, il a écrit des livres. Il a écrit un livre hier. Amadou Ba, le professeur Ba de l'UGB, notamment, me disait, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps, on s'est parlé il y a quelques jours. Il m'avait dit, écoute, je prends ton numéro, on va se reprendre rapidement, il n'y a pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, et je me suis dit, il était vraiment très 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 choqué en me disant, écoutez Monsieur Kane, moi je garde encore son livre qu'il avait écrit sur les techniques de communication. Voilà. Et je crois qu'il n'est pas le seul, il y a énormément de gens qui ont gardé son livre sur les techniques de communication. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un qui fait un très très bon job et qui est notamment une fierté pour nous tous. Voilà, bien. Donc ça, c'était vraiment l'hommage que je voulais faire à mon ami, à mon frère Khadim Dawson, avec qui je parlais très très souvent, quelqu'un d'extrêmement humble malgré tout ce qu'il a, mais surtout quelqu'un qui avait un très grand amour pour ses enfants et sa famille, et je le respectais beaucoup pour ça. Voilà. Et il me fait penser au professeur Insa Ndiaye plutôt, il me fait penser à Chimère Diaw, à d'autres professeurs, mais c'est des gens qui m'ont marqué en tout cas pour leurs qualités humaines, pour leur expertise, et je voudrais qu'ils me servent d'exemple et qu'on ne les oublie jamais, Inch'Allah, et que nous tous on puisse tirer vers cette qualité et cette excellence. Voilà, bien. Juste une petite digression, parce que Khadim Dawson était un spécialiste de la communication. Malheureusement, c'est quelqu'un qui était très diplomate, il ne critiquait personne. Voilà. J'ai vu, je crois que c'est avant-hier, quand il y a la communication du leader du PASTEF, il y a eu de grands spécialistes de la communication qui nous ont fait bonsoir Laïbomba, bonsoir Abdoum. Bonsoir, voilà, Lansana Sonko, que je salue énormément. Bonsoir, Zofou Dramé. J'ai vu beaucoup de gens nous parler de gestuelle, de communication, de gestuelle, et à partir de la gestuelle, vouloir définir si l'individu dit la vérité, s'il est comme ci, s'il est comme ça, etc. Voilà, bien. Ce serait bien que chacun reste dans son métier. C'est très, très, très important. La communication n'est pas de la stratégie. Il faut bien le comprendre comme ça. Et il faut que les enseignants aussi fassent cet effort-là, de dire que la communication, ce n'est pas de la stratégie. La vente, ce n'est pas de la stratégie. La distribution, ce n'est pas de la stratégie. Le mot stratégie qu'on utilise et qu'on accole à communication, distribution, produit, etc., ce sont des termes galvaudés. Il faut très très bien le comprendre. La stratégie est à un niveau plus élevé. La stratégie, c'est vraiment la corporate stratégie. Ensuite, maintenant,
il y a la stratégie, ce qu'on appelle les business stratégies, c'est-à-dire que les stratégies au niveau, notamment des middle managers. Tout ce qui est maintenant mis en œuvre, on n'est plus dans la stratégie. Voilà. Et même au niveau du middle manager, on n'est pas dans la stratégie d'entreprise, on est dans les stratégies fonctionnelles. C'est-à-dire pour chaque fonction, comment est-ce qu'on met une stratégie? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la communication est juste un élément. Quand quelqu'un communique et que vous voulez résoudre toute sa communication sur sa gestuelle, sérieusement, vous passez complètement à côté. Ce que l'individu fait dans sa communication est un élément d'une stratégie globale. Si vous oubliez que la communication est un élément dans la stratégie, en vous focalisant uniquement sur la communication, vous faites ce que les spécialistes du marketing appellent notamment la myopie marketing, c'est-à-dire se focaliser sur un point au détriment des choses les plus larges. Voilà. C'était une petite digression pour juste dire que je ne suis pas un expert extraordinaire dans ce domaine, mais il est important que les spécialistes viennent sur Marketing TV Monde, parlent avec les gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui relève de la stratégie, qu'est-ce qui relève du stratagème, qu'est-ce qui relève de la tactique, qu'est-ce qui relève de la ruse, etc. C'est important qu'on revienne sur ces savoirs. Parce que quand on discute entre amis, ce n'est pas un problème, mais quand on se positionne en expert, il est important que les concepts utilisés soient particulièrement clairs. Ça permettra à tout le monde d'être particulièrement à l'aise parce qu'il y a des gens qui passent leur temps dans les écoles, dans les amphis à donner des cours et il est important que ces savoirs qu'ils donnent ne puissent pas être des savoirs à peu près, que ce soit des savoirs les plus précis possibles parce que le savoir ne s'entiche pas de l'ombre, il doit être particulièrement clair. Voilà, je m'excuse pour cette petite digression. Voilà, bien. Alors, donc parlons très rapidement de ce terme très intéressant comment il s'appelle encore il y avait une petite boutade de, comment il s'appelle, d'Ablaïmo qui disait que une petite boutade sur son cas, et si son cas, il faut suivre son cas, voilà, bien. Donc son cas, c'est notamment un terme mnémotechnique, on appelle ça les termes mnémotechniques. Les termes mnémotechniques, c'est des termes qu'on peut garder très facilement à l'esprit, mais ce sont des termes qui ce ne sont pas des noms communs, ce sont même pas des noms propres en fait, c'est des sortes d'acronymes. Mais on les met de sorte qu'ils puissent être faciles à retenir. L'idée, c'est pas seulement qu'on retienne le mot, mais ce qu'on retienne la signification liée à chaque lettre du mot. C'est le cas pour les 4P, hein, notamment, qui ont été proposés par McCarthy, et à partir desquels Neil Borden a développé le marketing mix, parce que souvent aussi on a tendance à dire que le marketing mix c'est McCarthy. McCarthy n'a pas vraiment développé le concept de marketing mix. McCarthy a proposé les 4 éléments du mix. Mais celui qui a vraiment développé et promu le concept du marketing mix, en tout cas, ça a été Neil Borden, qui était professeur à la Harvard Business School. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles peut-être il ne faut pas trop passer, surtout quand on apprend à des gens qui sont des primo-apprenants en marketing. Voilà, je m'excuse, hein, c'est juste que je parle aussi à des gens qui sont dans mon métier et on s'échange. J'apprends d'eux, comme aussi je compte contribuer dans le savoir. Voilà. C'est le cas pour le AIDA dont on avait parlé, qui avait été développé par Victor Schwab APA. C'est le cas récemment pour les 4x20, notamment. Voilà, donc c'est ça. Et aujourd'hui, comme le dit si bien Djaby, Khalifa, merci beaucoup, professeur Khalifa Djaby. C'est important de savoir que justement pour faciliter aux gens la compréhension de ce qu'on appelle les motifs d'achat ou les motifs d'achat de la clientèle, il y a des termes mémotechniques qui ont été inventés. Ces termes mémotechniques, il y en a énormément. Le plus connu, c'est son cas. Bien sûr, il va y avoir Picsou, il va y avoir Savon, qui vont être rappelés par Khalifa Djaby. Laïbamba Sek me rappelle Savon, Picsou, Biaison, voilà. Donc, tout ça, c'est notamment des termes mémotechniques qui rappellent la même chose, présenter les motifs d'achat de la clientèle. Il faut comprendre que, et ça je crois que beaucoup de gens l'ont dit, je fais que répéter, mais aussi c'est ça aussi la transmission du savoir, la répétition et la redondance. Quand le client achète, le processus d'achat part du besoin, il y a l'existence d'un besoin. Le besoin est naturel, on en a trop parlé sur ça. Quand quelqu'un a un besoin, il va avoir une motivation d'achat parce que le besoin peut être lié à sa propre personne ou à une autre personne. Le besoin peut être individuel, j'ai envie de manger, de boire, le besoin physiologique. Mais le besoin peut être un besoin d'appartenance ou un besoin d'estime qui va peut-être être lié à un achat pour quelqu'un d'autre. Donc quoi qu'il en soit, le besoin va être lié à ce qu'on appelle une motivation. La motivation, c'est ce qui donne envie d'acheter, c'est ce qui pousse l'individu à vouloir faire un achat ou encore faire un geste pour réduire la tension induite par le besoin.
Quand maintenant l'individu se dit, ok, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, ensuite vient maintenant ce qu'on appelle le mobile d'achat. Le mobile d'achat maintenant, c'est quels sont les critères de choix sur lesquels je vais me baser pour choisir le produit ou le lieu de vente. C'est là qu'on est dans ce qu'on appelle les mobiles d'achat ou les critères de choix du produit et notamment du lieu d'achat. Et pour pouvoir notamment expliquer quelle est l'envergure des mobiles ou des motifs qui peuvent amener un individu à choisir un lieu d'achat ou un produit, on va notamment développer ce qu'on appelle, en tout cas on va essayer de vous montrer quels sont les motifs, quels sont les mobiles qui peuvent amener un client à faire tel choix ou à ne pas faire tel choix. C'est en ce moment que viennent ces mobiles d'achat et justement ces mobiles d'achat vont notamment s'appuyer sur sur ces termes mémotechniques comme par exemple son cas, ou Savonne, ou Picsou, ou Biaison, etc. Tout ça. Mais nous, on va aujourd'hui s'appesantir sur le terme son cas. Donc, son cas, c'est un terme mémotechnique qui essaie de synthétiser quels sont les motifs, quels sont les mobiles, quels sont les critères qui peuvent être les fondamentaux, qui peuvent expliquer le choix du client. Donc, son cas, c'est d'abord des critères explicatifs du comportement du client, du comportement d'achat, ou bien en tout cas des critères de choix du client par rapport à un produit ou par rapport notamment à un lieu d'achat. Voilà, bien. Donc, ça va être notamment 6 éléments très intéressants qui peuvent être analysés et compris et pris en charge pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, au lieu de pouvoir parler de tous les mobiles possibles, ce qui n'est pas du tout possible d'ailleurs, ils essaient justement de les synthétiser parce que généralement, l'ensemble des mobiles peuvent être expliqués ou en tout cas mis en valeur à travers notamment ces critères. Voilà. Bien. Donc, son cas, c'est d'abord montrer en exergue, c'est donc 6 éléments que je vais présenter avant de détailler. C'est d'abord montrer qu'un client qui veut acheter peut avoir comme principal critère d'achat la sécurité. Il faut aussi avoir comme principal critère d'achat l'orgueil. Il faut avoir comme principal critère d'achat la nouveauté. Il faut avoir comme principal critère d'achat le confort. Il faut avoir comme principal critère d'achat l'argent, comme il peut avoir comme principal critère d'achat la sympathie. Voilà donc. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. 6 éléments qui en général, c'est rare qu'un motif d'achat sorte de ces 6 éléments. Maintenant, c'est à chaque enseignant, c'est à chaque personne de comprendre comment mettre à jour et contextualiser ces 6 éléments par rapport à l'évolution de la technologie, par rapport à l'évolution de l'environnement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces motifs sont fondés du moins sur des facteurs psychologiques, sur des facteurs psychosociaux logiques. Donc, on ne les a pas créés comme ça. Hein? Ils sont partis notamment des facteurs psychologiques et des facteurs sociologiques qui déterminent les comportements d'achat de la clientèle. Ce n'est pas seulement un joli mot, c'est aussi notamment une base scientifique sur laquelle on a travaillé pour voir qu'est-ce que l'individu peut faire pour pouvoir, du moins quels sont les critères sur lesquels l'individu s'appuie pour faire ses achats. Voilà, bien. Alors, le premier critère, c'est le critère de sécurité, qu'on comprend très très bien. La sécurité, c'est très important parce que justement, un client qui achète peut avoir peur. On a vu les freins. Vous avez tous vu que quand quelqu'un achète, quelquefois il y a des freins. Il y a ce qu'on appelle les freins, il y a ce qu'on appelle les inhibitions. C'est très important. D'accord? Alors, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui achète peut avoir peur. Et la peur s'explique. On peut avoir peur parce qu'on ne sait pas. Mais aussi, on peut avoir peur parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans le passé. On peut aussi avoir peur parce qu'on nous a dit du mal ou des gens nous ont dit des choses qui ne nous rassurent pas. Dans ce cas, quand je viens acheter, la première chose qui va m'intéresser, c'est de m'assurer que les craintes, les risques associés à l'achat sont maîtrisés et que je peux faire l'achat en toute sécurité. C'est pourquoi le vendeur doit décoder ces éléments-là. Et ces éléments, généralement, quand vous écoutez les clients, ils vous les livrent. Voilà, c'est quel produit? Oui, mais j'ai déjà vu un produit comme ça, etc. Et souvent, au Sénégal, j'ai vu beaucoup de vendeurs qui n'écoutent pas les clients. C'est le mal des clients, c'est le mal des vendeurs. Les clients vous disent, oui, c'est que le produit, j'ai déjà vu, avant même qu'il ne termine, vous dites, non, c'est pas la même chose, nous, on est bon, etc. Mais si vous n'écoutez pas le client, c'est un problème. C'est pourquoi, quand vous ne l'écoutez pas, vous lui faites tout son argumentaire, ben, il n'achète pas. Parce qu'il a encore un doute dans sa tête. Donc, c'est important de commencer à se dire, quand quelqu'un me raconte son expérience passée, quand il commence à me dire, c'est quoi ce produit, j'en ai déjà eu, j'en ai déjà entendu, la dernière fois, j'en ai acheté,
Même si le client parle beaucoup, je vais essayer de prendre quand même 5 minutes pour l'écouter et le laisser parler. Ça me permet de voir quelle est sa peur, de quoi a-t-il peur, quelle est l'expérience qu'il a mal vécue, quelle est la peur par rapport au produit qu'il ne sait pas, ou bien qu'est-ce qu'on lui a dit de mal sur le produit. Ce qui me permettra de savoir c'est quoi la zone de peur, d'identifier donc l'ensemble des craintes et justement de pouvoir m'adapter à ce besoin de sécurité, c'est-à-dire lui donner dans la mesure du possible et selon la vérité de ce qu'on offre, qu'on puisse lui donner notamment nos éléments d'assurance. En lui disant, pour le produit, voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous garantissons, voilà ce que nous ne garantissons pas. Parce que ça ne sert à rien de mentir à un client, je l'ai dit 1000 fois, je ne vais pas continuer à le dire, la vente ne s'accommode pas du mensonge. Parce que la vente moderne est une vente relationnelle, ce n'est pas une vente transactionnelle. Et quand on veut entrer dans une relation, le pilier, c'est la confiance. Et quand on ment, il n'y a plus de confiance. Donc dire à des clients des choses qui ne sont pas là, il ne faut vraiment pas le faire. Merci beaucoup, notamment notre ami. Effectivement, c'est une question d'écoute active, il est très important d'écouter. Toute la négociation, tout l'entretien repose sur la négociation. Donc, quelquefois, les clients peuvent être mus par des besoins de sécurité. Il va me dire, je crains que, j'ai peur de, j'ai déjà vécu ça, en fait, on m'a dit que, etc. et tout. Là, on sent que les clients ont besoin de sécurité. Quand les clients ont besoin de sécurité, on ne va pas lui parler de la nouveauté de notre produit, on ne va pas lui parler d'autre chose. On va se focaliser sur quelle est sa peur. Parce que la peur est une crainte. La peur, du moins, ici, est un frein à l'achat. Et ce frein-là, tant qu'on ne le surmonte pas, on ne pourra pas amener le client à acheter. Donc, première chose, on se bat pour voir. Quand le client a besoin de sécurité, voyons donc comment nous adapter pour notamment lui donner les bonnes informations. Et dans ce processus d'adaptation pour donner les bonnes informations au client, il faut soi-même être aussi quelqu'un qui rassure. C'est très important. Mais quand le client vous dit « Bonsoir Amassi, c'est un plaisir énorme. Bonsoir Sanou, le président de No Stress Land qui fait des très très belles choses. Je suis fier de toi Sanou et de tout le groupe d'ailleurs. Voilà. Quand par exemple le client a peur et que vous aussi en lui parlant vous doutez, vous ne savez pas exactement de quoi vous parlez, vous lui dites on a une garantie, mais bon à peu près, de toute façon on va garantir un an, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, ça pose un problème. Quand quelqu'un n'a pas peur, il a besoin de quelqu'un qui le rassure. Le rassurer, ce n'est pas seulement à travers les mots, le rassurer, c'est aussi l'attitude que vous avez. C'est aussi le caractère affirmatif de ce que vous dites, mais c'est aussi la preuve que vous apportez pour dire à l'individu, voilà, notamment que nous avons l'ensemble des garanties pour contenir votre peur. Quelquefois, il y a des entreprises qui proposent notamment la reprise du produit, quelquefois il y a la garantie, quelquefois il y a l'essai gratuit. Tout ça, c'est fait pour rassurer les clients, pour notamment pouvoir contenir la peur du client. Voilà. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas que les arguments techniques pour rassurer un client, il y a d'autres arguments comme la notoriété, comme l'image notamment, la réputation de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il y a aussi ce qu'on appelle les preuves testimoniales, le fait que les gens aient dit que non, ils ont eu tel et tel avantage, etc. Donc ça, c'est par rapport à la sécurité. Toujours le pilier écoute active. Ensuite, on s'adapte notamment pour pouvoir réduire la peur quand on peut le faire. Par contre, si un client vous dit j'ai acheté récemment un frigo il y a 5 ans, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 18 mois, c'était gâté, mais le gars, quand je suis parti, il m'a dit que la garantie est uniquement 1 an, et que vous avez des produits garantis 1 an, n'allez pas lui mentir pour lui dire qu'on est garanti sur 2 ans. Dites-lui juste que vous êtes garanti sur 1 an, mais travaillez sur d'autres arguments pour le rassurer. Parlez peut-être de votre notoriété, de votre reconnaissance internationale, de votre position de marché, d'autres choses, etc. Mais ne dites pas, monsieur, la garantie c'est 1 an, mais même après ça, on peut vous aider, vous allez voir. Alors que c'est écrit nulle part, alors que ce n'est pas un engagement de l'entreprise. Si on dit ça pour faire plaisir à des clients, ça devient du mensonge. Et ça revient notamment très mal sur l'image de l'entreprise. Donc je ne vous conseille jamais de dire aux clients des choses qui ne sont pas vraies. Si le client n'est pas rassuré, dites-lui des choses vraies, des choses sur lesquelles vous êtes sûr que vous pouvez apporter un plus, mais n'oubliez jamais les arguments généraux sur votre notoriété, sur votre image, etc. Deuxième type de client, c'est le client avec notamment les caractéristiques de quelqu'un qui a un ego surdimensionné, comme on dit. Voilà, les clients orgueil. Les clients orgueil, il y en a beaucoup. C'est des gens, de toute façon, c'est une sorte de mise en valeur de l'image
de soi, qui est devenu un sport pas seulement sénégalais, mais c'est devenu une tendance internationale partout dans le monde. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux mettent en avant, ou en tout cas aggravent cette tendance, ou en tout cas augmentent cette tendance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent chacun d'être une star, de nous montrer, de montrer où on vit, ce qu'on fait, votre voiture, comment on s'habille, etc. Et tout. Et ça aiguise chez chacun, notamment, ce besoin d'orgueil. Donc l'orgueil, c'est pas seulement des gens qui viennent dire je suis grand. Non, aujourd'hui, tout le monde, selon sa qualité, se dit je suis important parce que je peux faire des belles photos, mettre des filtres, je peux montrer ma voiture, je peux montrer mes amis, je peux montrer l'hôtel dans lequel je suis en train de me masser, etc. Comme le fait un petit con d'ailleurs que vous avez vu récemment, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, c'est vraiment de l'orgueil. Et peut-être dira-t-on que chacun a son petit orgueil. Mais quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cet individu, son principal critère d'achat ou son principal critère de choix, c'est le fait qu'on puisse le mettre en valeur et qu'on puisse flatter son orgueil. Parce que tout le monde aussi ne demande pas qu'on flatte son orgueil, même si chacun a ce qu'on appelle un amour propre. Par contre, parmi nous, les acheteurs, il y en a certains qui aiment qu'on flatte leur orgueil, qu'on leur dise vous êtes génial, vous êtes grand, vous êtes le plus fort, vous êtes le plus beau, etc. Il y a des gens comme ça. Alors, nous, en marketing, on ne juge pas. On ne juge pas les gens. Quelqu'un vient tel qu'il est, quelles que soient ses qualités, tant que c'est quelqu'un qui vient acheter et qui a les moyens d'acheter, on ne le juge pas. En marketing, on ne juge pas les clients. Nous ne sommes pas ses parents et ce n'est pas sa moralité ou son éducation qui va nous rapporter de l'argent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de s'adapter à lui et de prendre l'argent en contrepartie du produit ou service que nous lui vendons. Donc ça, je reviens là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent leurs clients. Vous voyez, il est grossier, il montre qu'il est important, il n'était rien, maintenant, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-il, comment pouvons-nous nous adapter à lui pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est très important que chaque personne qui est en face de la clientèle réfléchisse à ça. Maintenant, quand le client vient et que lui, il aime qu'on flatte son ego, mais il veut paraître, il veut dominer, il veut se différencier, il veut montrer qu'il n'est pas comme les autres. Et quelquefois, il le dit. Voilà. Oui, mais monsieur, c'est que le rang, etc. Oui, mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis dans votre banque depuis, etc. Oui, mais vous savez, moi, je n'ai pas le temps, je suis pressé, je suis un homme d'affaires, etc. Vous entendez des choses comme ça. Alors, bien sûr, quand quelqu'un vous dit, oui, je suis pressé, je n'ai pas le temps, et que vous lui dites, mais monsieur, écoutez, tout le monde ici aussi n'a pas le temps, faites le rang, etc. Mais vous renvoyez le client. Sans compter le bouche à oreille négatif, parce que peut-être qu'il va raconter ce qui s'est passé, il ne dira pas toute la vérité, lui, il va mentir. Et s'il ment, ce sera contre vous. Voilà, vous direz, je suis heureux, parce que le client, je l'ai remis à sa place, mais vous, ça vous fera une perte de chiffre d'affaires. Et si vous continuez à faire ça à vos clients, d'ici quelques mois, on vous remerciera, vous n'aurez plus de boulot. Hein. Peut-être que vous serez seul devant Facebook à poster sur les gens méchants, ceux qui font du mal. Parce que j'en connais beaucoup qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à se plaindre, alors qu'en réalité, l'échec est leur cause. Et beaucoup d'entre nous ne faisons rien pour reconnaître nos erreurs dans ce qui se passe. Donc c'est important de traiter ses clients comme ils sont. Quand le client vient et qu'il montre qu'il se distingue des autres, ça se voit tout de suite. Ça, dès l'entrée de votre point de vente, il se départit des autres. Il se met en avant. Il commence à montrer que c'est lui. Il commence à demander c'est qui le directeur, c'est qui le responsable, etc. Dans ce cas, on ne va pas dire c'est ce gars-là, c'est un salaud, c'est un con, il nous emmerde, c'est un bouffon, etc. Non, on va rapidement le prendre en charge. Pourquoi? Parce que le client orgueil, c'est le client qui, si vous ne vous occupez pas de lui, ben, il va s'occuper rapidement de vous cacher l'atmosphère de votre travail. C'est comme ça que le client orgueil. Quand il vient, oui, mais qui est là, etc. Non, mais en fin de compte, on s'en fout, oui, monsieur, etc. Il va commencer à, excusez-moi, foutre la merde. Excusez-moi pour le terme. Il va commencer à dire, oui, mais vous êtes comme ça, vous n'êtes pas sérieux la dernière fois. Il va dire du mal de vous. Et si maintenant, derrière, il y a quelques clients qui ont eu des désagréments dans le prix, ils vont commencer à se dire, ce gars-là, il n'est pas gentil avec eux, mais en fin de compte, il dit aussi la vérité. Et tous ces gens sortiront pour raconter à d'autres gens que, ah, si tu vas dans la boutique de l'Aibamba, très sérieusement, là-bas, c'est extrêmement là, on ne s'occupe pas de toi, il y a du favoritisme, etc., etc. Et ça vous revient négativement. Donc, quand un client vient et que c'est un client important, orgueilleux, on le prend en charge. Je me rappelle quand je faisais la formation du staff de la Poste, c'est en 2006, hein, donc il y a 15 ans, je crois. Hein, je suis vieux là, hein, ça fait 15 ans. Tout le staff de la Poste, donc direction générale et l'ensemble des receveurs de la Poste en 2006. Quand je faisais la formation, ce qui s'est passé, c'est que
je suis allé faire la formation de quelques receveurs, je crois que c'est dans un hôtel, et l'un des receveurs me dit, oui mais monsieur, moi ce qui se passe c'est que je reçois notamment Baba Mal dans mon bureau de poste parce qu'il vient faire des opérations Western Union. Mais quand il vient, je suis gêné parce que lui il est là, etc. etc. Alors il s'est dit, il voulait que Baba Mal se comporte comme les autres. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est... Voilà, mais Baba Mal c'est quelqu'un de bien. Je crois qu'il se plaignait peut-être pas de son statut, mais Baba Mal je crois que c'est quelqu'un qu'on aime très très bien. Voilà. Mais peut-être que le fait que c'est une personnalité qui arrive, etc., à qui on ne peut pas demander de faire le rang, peut-être que c'est ça. Je lui fais, mais Baba Mal il fait des opérations de combien? Je suis sûr qu'il ne fait pas des opérations de 50 000, 25 000. Un gars comme Baba Mal, tu fais des grosses opérations, ça c'est un. Deuxièmement, si les gens savent que Baba Mal vient chez toi pour faire ses opérations, excusez-moi, mais ça vous rapporte combien de clients? Beaucoup de gens laisseront beaucoup de Western Union pour venir faire les Western Union chez vous pour rencontrer Baba Mal. Donc je dis, quand Baba Mal arrive chez vous, vous le recevez avec les honneurs en tant que receveur. Vous le recevez bien dans votre bureau. Vous lui offrez du café ou du jus comme il le veut et vous lui faites son opération dans votre bureau. Parce que vous n'avez pas encore de VIP. Comme vous n'avez pas de service VIP, traitez-le lui comme VIP. Ça réglera beaucoup de problèmes. Un, il sera content, il dira du bien de vous. L'autre, c'est qu'il ne va pas créer de cacophonie où les gens vont dire Baba Mal, Muel Tim, Allah Jaram, je ne sais pas. Les gens ne vont plus venir, ne vont pas être là à faire les opérations. Ils vont vouloir tous peut-être faire des selfies ou des trucs comme ça avec le musicien. Voilà. Donc je dis, des gens comme ça, il faut les gérer. Voilà. Quelqu'un d'autre m'a raconté, ça c'est la formation, je crois que j'ai formé presque 300 personnes chez Elton, mais ça c'est en 2 minutes, excusez-moi de parler de ma petite personne. On m'a déjà viré d'une école parce que je parlais de ma petite personne, voilà. Mais je n'enseigne plus, donc je peux le faire chez Marketing TV World. De toute façon, je suis un professionnel, je raconte mes expériences, voilà. Quand je formais près de 300 personnes chez Elton en 2008, ils m'ont raconté le cas d'un ministre de Ablaye Wade qui venait d'être nommé ministre, et qui, quand il venait dans une station, notamment celle de Mermoz, il venait au milieu de la station pour montrer que c'est lui. Voilà. Et il donnait des ordres par-ci, par-là. Et ils me disent, mais monsieur Kane, les clients sont tous égaux. Je dis oui, les clients sont tous égaux. On ne va pas traiter de manière différente. Mais quand quelqu'un vient vous dire, moi je suis important, je suis ministre, etc. et tout, mais reconnaissez-lui son statut de ministre. Reconnaissez-lui son importance. Et dites-lui que nous sommes à vos pieds. Ça ne vous enlève rien. Ça n'enlève rien à votre dignité, ça n'enlève rien à votre qualité, ça ne diminue pas votre nom, ça ne diminue pas votre salaire, ça ne diminue pas votre dignité. Vous êtes dans le cadre du travail. Recevez-le. Bonjour monsieur le ministre, c'est un honneur pour vous de vous recevoir. Le fait de nous choisir est déjà quelque chose de très important pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous monsieur le ministre? Et il va se calmer. Il va commencer à dire, c'est très bien, ma voiture, etc. et tout. On l'accompagne, on lui montre, comme on l'aurait fait d'ailleurs pour tous les clients. Sauf que lui, on va tout d'abord lui montrer qu'on reconnaît que vous êtes quelqu'un d'important. C'est très important. Donc le client orgueilleux, commencez par l'écouter, flattez-le, soulignez notamment que c'est quelqu'un de très important, que c'est un honneur, un bonheur pour vous de le recevoir. Ça va le calmer, il va revenir au niveau normal et vous pourrez en ce moment-là échanger. C'est très important. J'ai dit la dernière fois qu'un client entre dans votre banque et commence par dire qu'il est extrêmement important, etc. et tout, qu'il veut qu'on le traite rapidement, qu'il n'a pas le temps, mais quelqu'un doit sortir et lui dire bonjour monsieur, ah vous êtes monsieur, ah oui c'est le grand DG dont je parle, ah c'est le grand artiste dont je parle, ah monsieur vraiment, c'est un honneur pour vous de vous recevoir. Voilà. Est-ce que je peux vous recevoir rapidement à l'accueil? Oui, d'accord. À l'accueil. Oui, monsieur, de quoi ça c'était? Oui, je vais faire un recret, monsieur, etc. Écoutez, monsieur, c'est vrai que les caisses sont toutes remplies. Laissez-moi rapidement parler à votre chargé de clientèle pour qu'on puisse comment vous faire l'opération le plus rapidement. Voilà, je vous prie de bien attendre. On va s'occuper de vous très très rapidement. Mais vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous voulez lire quelque chose? Voilà, il y a des journaux, prenez-en. On s'occupe de vous tout de suite. C'est fini. Le gars va se calmer parce qu'on lui a reconnu qu'il est important. Maintenant, si à un certain moment il se plaint, le client, le chargé, son chargé l'appelle pour dire allô, oui, monsieur Kane, oui, ah, vous êtes là, monsieur, écoutez, je termine rapidement et je m'occupe de vous. Tellement j'ai la chance de vous avoir, etc. Le gars va être content, il va attendre. Il va attendre peut-être même jusqu'à la fin du rang, tout le monde va partir et le laisser tout seul. C'est fait qu'on le prend tout seul à la caisse en s'excusant et en lui disant quel est le bonheur qu'on avait de le recevoir. C'est simple. C'est dans la tête que ça se passe. Ok? Donc, troisième type de client, c'est le client nouveauté. C'est les gens là, bambasek, quoi. Voilà. Qui va dire, oui, mais tu sais, moi je suis je suis
je suis plus, je sais pas, WhatsApp, Facebook, etc. Il y a des gens importants. Ce receveur qui se plaint de Baaba Maal voudrait que Baaba Maal se comporte comme un client ordinaire. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas me mettre en mal ni avec Baaba Maal ni avec ce receveur, sauf qu'il était dans une situation particulière où Baaba Maal arrive au Fouta, il ne faut pas déconner quand même, on est au Fouta, voilà, et il me dit, est-ce qu'on peut traiter Baaba Maal comme les autres? C'est ça le problème. Je dis non, Baaba Maal, ce n'est pas un client comme les autres. Un. Deuxièmement, c'est une star internationale reconnue et qui a un public énorme au Fouta. Donc ce gars, il faut le considérer comme un client orgueil et le traiter de manière particulière. C'est ce que je veux dire pour Baaba Maal, que j'aime particulièrement bien. Et ce receveur aussi pour qui j'ai énormément de respect, cher cousin. Merci. Alors, donc, il y a le client nouveauté. Ils aiment les nouveautés. Quand je faisais en 2011, je crois, la formation des agents de la SDE, ils me racontaient des clients qui venaient leur dire, oui, vous savez, moi je viens de Paris, vous êtes des gens ringards à prendre là des notes, hein, vous prenez des papiers pour noter les relevés et tout, c'est dépassé, etc. Et tout. Alors ils me disent, mais monsieur, alors que nous on a je sais pas, je crois que c'est des trucs là, je sais pas des iPads, je crois que c'est des iPads, ou en tout cas ils avaient des trucs là, électroniques pour faire des relevés. Je dis, c'est pas la peine de lui dire. Faites votre relevé. Si vous dites que vous êtes ringard, vous dites, écoutez monsieur, très sérieusement, c'est un bonheur pour nous de voir quelqu'un qui au moins connaît des choses beaucoup plus évoluées et qui n'existent pas au Sénégal. Voilà. Vous pouvez m'en parler un peu pour que je puisse en parler à mes patrons. Le gars va dire, oui, c'est que là-bas, il y a des, je sais quoi, pads, etc., etc. Vous dites, monsieur, merci, je prends note. Vous faites votre relevé, vous foutez le camp. Ce qu'il vous dit là, vous l'avez déjà. C'est pas la peine de dire, oui, nous aussi, nous sommes très évolués, nous sommes plus forts. Ça vous amène quoi? Rien. C'est juste pour votre orgueil personnel. Mais ça ne rapporte absolument rien, ni à l'entreprise, ni à vos performances. Donc, adoptons-nous. Si le client vous dit que vous êtes ringard, ok, sur quelque chose qui n'est pas fondamental dans l'achat, c'est pas la peine de vous plaindre. Si réellement maintenant c'est un argument de vente pour vous, la nouveauté, et qu'ils vous disent que votre nouveauté n'est pas au dernier top, en ce moment, vous avez l'argument pour lui prouver que vous êtes bon. Si la nouveauté est un argument important de vente. Mais dans, par exemple, la relève, comme le font les releveurs, où la nouveauté n'est pas fondamentalement importante, et que les clients mettent en exergue le fait que lui, il est à la page, il est in, il vient de Paris, il aime les nouveautés, tout ça, etc. C'est pas fondamental. Donc je lui dis, ok, vous avez raison, vous êtes le plus fort, vous êtes le plus beau, vous avez des choses. Si vous pouvez même nous dire, ce serait mieux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la nouveauté. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire ma relève et partir. C'est très important, les gars, de se focaliser sur le matin, quand on a quitté chez nous, qu'est-ce qui nous a amené au bureau. C'est très important, d'accord? Le client nouveauté, donc, c'est quelqu'un qui veut de l'originalité, c'est quelqu'un qui aime la modernité, c'est quelqu'un qui aime la curiosité, c'est quelqu'un qui a le goût du risque, etc. En ce moment, toujours l'écoute active, ça nous permet de découvrir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il propose, et on se met à la page. Et généralement, ça aide. Combien de vendeurs aujourd'hui sont arrivés à avoir plus de clients en n'ayant pas plus de boutiques? Combien? Grâce, par exemple, aux technologies. Souvent, vous le voyez tous, certains de vos clients vous disent, oui, mais vous là, pourquoi vous n'avez pas une page Facebook? Pourquoi vous n'avez pas WhatsApp? Pourquoi vous n'avez pas... Aujourd'hui, les autres le font, etc. Souvent, ça va être, ah non, 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 moi, c'est la boutique. Hein. Pourquoi c'est la boutique? Les clients vous parlent de nouveautés. Mettez-vous à la page. Et ceux qui le font, généralement, ils ont leur page, les clients viennent plus. En plus, maintenant, ils créent des emplois de livreurs, ils vont livrer à leurs clients, etc., etc. C'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est cool. Donc, à mon avis, adaptons-nous à nos clients. Quelquefois, ce besoin de nouveauté peut être pour nous une opportunité même de développer la clientèle. Ça, c'est très important. Quelquefois aussi, le client vous propose de nouvelles approches, plus liées à la modernité ou à la nouveauté, ou qu'il a expérimenté ailleurs. Ce n'est pas la peine de lui dire, ah monsieur, ce que vous dites là, c'est États-Unis, hein, nous ici, on n'est pas encore à ce niveau. Hein. Non, prenez note et dites-lui, mais ce serait bien, monsieur, qu'on puisse prendre votre expérience, ou bien que vous pouvez nous donner des informations, ou bien si vous avez un truc Google, si vous pouvez nous montrer, ce qui fait que nous aussi, on va essayer de voir si on peut expérimenter ça. Ça peut être une opportunité de création de nouveaux services, ou d'apport de nouveaux produits que vous allez proposer sur le marché. Mais quand vous dites, oui, ce gars, il a beaucoup de manières, il veut nous montrer qu'il vient de l'étranger, il veut nous montrer qu'il est fort, etc., on ne réfléchit pas comme ça par rapport à un client. Le client n'est pas quelqu'un de négatif. Quelqu'un qui se déplace, qui vient vers nous, c'est quelqu'un qui veut avoir quelque chose de bien et qui nous apporte que du bien. Mais si on veut nous lui montrer que nous, à titre personnel, on est quelqu'un d'important, très sérieusement, quand on va travailler, votre soi-même, vous le laissez à la maison. Ce qui reste en vous, c'est votre qualité de représentant de l'entreprise. Et vous n'avez qu'un seul objectif, c'est de faire des performances quantitatives
et qualitative. Bien servir les clients, développer les chiffres d'affaires, fidéliser la clientèle. Tout le reste, ce n'est pas votre problème. C'est pourquoi on vous dit que même les clients, s'ils vous insultent, ne répondez pas à l'insulte. Ça, c'est très important. Mais on voit dans ça, on en a déjà parlé, on reparlera de ça. Quatrième élément, c'est les clients confort. Il y a des gens confort. Voilà. Hein? C'est comme les laïcs bomba sec qui veulent acheter, mais qui ne veulent faire aucun effort. Oui, mais grand, alors tu vends des ordinateurs hein, avec des trucs. Oui, c'est que moi j'ai besoin d'un ordinateur, mais j'ai besoin que tu m'installes tel, j'ai besoin de tel logiciel, j'ai besoin de tel, j'ai besoin aussi de telle box, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, etc. Et tout. Et puis bon, ces temps-ci, je suis un peu flemmard, bon, je veux qu'on m'amène tout ça et qu'on me le livre chez moi et qu'on m'installe. Mais quand le client sait ce qu'il veut, pourquoi dire non, non mais monsieur, nous on ne vend pas tout ça, hein. Non mais monsieur, nous les ordinateurs on a, mais l'installation c'est à vous d'aller voir un technicien. Hein. J'entends souvent ça. Et ça fait rire, quoi. Mais quand tu vends du matériel informatique, avoir quelqu'un pour installer un logiciel, ça, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. C'est un problème. Est-ce que c'est compliqué, ça? Et souvent, les gens le font, quoi. Ils vont dire, oui, mais le client là, bon, il est impoli, bon, il veut, nous, on ne vend que du matériel, hein. S'il veut de l'installation, il n'a qu'à aller voir ses techniciens ailleurs. Et toi, tu ne peux pas prendre un technicien. Le technicien te demande 10 000, tu factures 20 000 au client, tu gagnes 10 000 au passage. Ça ne t'intéresse pas? Ça ne t'intéresse pas, ça? Il te demande d'avoir des woofers ou en tout cas des écouteurs ou des haut-parleurs que tu n'as pas et que tu peux demander à un autre commerçant qui te le donne à 20 000, tu factures à 25 000 au client en gagnant 5 000 au passage. Ça ne t'intéresse pas? Non? Aller chercher un technicien qui va aller le livrer et lui installer les produits. Le technicien demande 20 000, vous facturez au client 25 000, 30 000 ou 50 000 en gagnant un petit 30 000. Ça ne vous intéresse pas aussi? Ça ne vous intéresse pas? Vous êtes là pour juger les clients ou bien pour développer votre chiffre d'affaires, satisfaire les clients, enfin enthousiasmer même les clients et les satisfaire. C'est ça les bonnes questions. Donc, les clients qui demandent du confort, c'est les clients qui veulent un paquet de services autour du produit qu'ils vendent. Le plus important pour nous, c'est de se dire quel est le sans souci que le client veut. Demandez-lui tout ce qu'il veut. Même si vous pensez qu'il raconte des idioties, demandez-lui. Quand tu leur as demandé tout ce qu'il veut, vous lui direz, nous, voilà tout ce qu'on peut vous offrir tout de suite. Par contre, on peut aussi vous chercher ça et ça et ça et ça. Voilà combien ça va vous coûter. Si ça vous intéresse, on vous fait une facture, on vous fait le proforma, on vous envoie une proposition. Le client peut dire, ça m'intéresse. Vous lui envoyez une proposition, il regarde, il dit, oui, je veux bien, je signe. Vous les livrez, vous gagnez de l'argent sur les produits que vous vendez et sur d'autres produits que vous aurez achetés ou sur d'autres services que vous aurez fait. Ça ne vous coûte absolument rien. Et l'un des meilleurs clients qu'on peut avoir, c'est les clients confort. Parce que généralement, ils ne veulent pas faire d'efforts, mais ils ont l'argent aussi pour leur confort. Donc ça aussi, il faut y faire très attention. L'autre aspect, c'est notamment les clients argent, qui pour lui, il a un budget limité. Ou bien, c'est pas qu'il a un budget limité, c'est tout simplement qu'il pense que cet achat a un prix, ce produit a un prix qu'il ne veut pas dépasser. Ça arrive. Quelquefois, quelqu'un va dire, je vais acheter un téléphone portable, par exemple un Samsung, à 50, il coûte 200 000, je ne l'achèterai pas plus de 200 000. Parce que lui, il considère que c'est le prix psychologique, c'est psychologiquement du moins, le prix qu'il lie à ce produit. Ça arrive. Quelquefois, le client va vous dire, j'achète mon produit, mais c'est comme je le disais, hein, quand quelqu'un vous dit, je vends une allumette à 50 francs, vous allez dire, c'est pas sérieux. Parce que vous, dans votre psychologiquement, vous dites qu'une allumette coûte 25 francs, pas plus que 25 francs. Donc ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Le client, quelquefois, peut dire, je limite le budget parce que je me dis que, psychologiquement, dans ma tête, ce produit, il ne peut pas coûter plus cher que ça. Ça arrive. Dans d'autres cas, le client, c'est pas qu'il a une limite psychologique, mais il a une limite factuelle, il n'a pas assez d'argent, il a un budget limité. Et donc, pour ça, il négocie. Quand je viens vous dire, je veux votre téléphone, vous me dites, il coûte 300 000 et que moi, j'ai que 200 000, forcément, je vais négocier aussi. Je vais négocier. C'est pas parce que je suis radin, c'est pas parce que j'ai assez d'argent, etc. Mais ça peut être dû à deux choses. Un, parce que dans ma tête, ça ne va pas coûter plus de 200 000, parce qu'on me l'a dit, ou bien parce que c'est mon expérience, ou c'est parce que c'est ce que je pense, ou c'est parce que j'ai lu quelque part, donc pour moi, ça ne va pas passer 200 000, ou tout simplement, dans ma poche, je n'ai que 200 000, pas plus. Et donc, je négocie par rapport à ces 200 000. Et là, le client, il va chercher le prix qui se rapproche le plus de ces 200 000. Et souvent, là aussi, on a des vendeurs qui perdent beaucoup de clients sur des détails. C'est-à-dire, quelquefois, les clients, ils demandent un produit, vous lui dites que ça coûte 300 000. Mais vous, à 300 000, vous avez, par exemple, 150 000 francs de bénéfices, ou 120 000 francs de bénéfices, parce que vous savez que le client, il va négocier pour diminuer le prix. Le client vous dit, le vendeur dit, j'ai 300 000, ça coûte 300 000. Le client vous dit, ok, moi j'ai 150 000.
Quelquefois, ça va être, mais grand, vous foutez de ma gueule, quoi, sortez. Ou bien je ne vous vends pas. Mais quelqu'un qui commence par dire 150 000, c'est quelqu'un qui veut négocier. Négocions pour voir qu'est-ce qu'il peut mettre. C'est pas parce qu'il fait un démarrage que, notamment, c'est quelqu'un qui plaisante. Parce que vous-même, vous avez donné un prix qui n'est pas le prix fixe du produit. Si on est un magasin où c'est des ventes à prix fixe, le client, il regarde le prix, il achète ou il n'achète pas. Mais quand il vient là où on peut négocier, marchander, comme on dit, bah, il est obligé de faire une contre-offre. Et là, on négocie pour, notamment, arriver à un point d'entente. C'est particulièrement normal. Voilà. Quelquefois, maintenant, ça va être que vous négociez jusqu'à la fin, le client vous dit, bon, écoute, monsieur, last price, sérieusement, je n'ai pas plus de 200 000. Et le vendeur va lui dire, ah, il faut mettre 10 000 francs de plus. Tu dis, grand, je n'ai pas 10 000. Il dit, ah, si tu ne peux pas mettre 10 000, je ne peux pas le faire. Ou bien, si tu ne mets pas 5 000 francs de plus, je ne peux pas le faire. Alors que le vendeur, lui, il va essayer, en fait, d'imposer au client de se soumettre. Parce que ce 5 000 ou ce 10 000 qu'il demande, il ne le demande pas pour des raisons financières, il le demande juste pour des raisons psychologiques. Il veut dominer et dire que c'est moi qui t'ai aidé. Donc fais un effort que je t'impose. Si tu ne le fais pas, je ne te vends pas. Ça aussi, beaucoup de gens perdent des clients à cause de ça. Mais je ne pense pas qu'un client puisse dire, voilà mon budget, parce qu'il veut vous emmerder, parce qu'il est mauvais, etc. Quand on négocie dans un processus et que l'individu prend le temps, analyse le produit, propose des solutions, cherche à vous amener vers son prix, c'est parce que réellement c'est son budget. C'est à vous maintenant de voir si son budget est rentable pour vous ou pas rentable pour vous. Si c'est rentable pour vous, prenez. Si ce n'est pas rentable pour vous, proposez-lui un autre produit plus adapté, ou demandez-lui d'aller voir ailleurs ou de revenir une prochaine fois. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais ne gâchez pas votre négociation en ayant un jugement sur le client parce que vous auriez pu être à sa place. Voilà. Le dernier S de son cas, c'est le S de sympathie. Alors ça, c'est le Sénégal. C'est la sympathie des salutations, c'est la sympathie des familiarités, c'est la sympathie de l'amitié, c'est la sympathie de la fraternité, etc. Hein. Je me rappelle, j'avais connu un Français il y a très longtemps, c'est un monsieur âgé d'ailleurs, qui me dit, mais pardon monsieur, excusez-moi, mais en Afrique j'ai l'impression que vous êtes tous des frères, vous êtes tous la même famille. Je lui fais, mais pourquoi? Il dit, parce que vous vous appelez tous mon frère, mon frère, mon frère. Parce que c'est ça. Nous, on ne se dit jamais autre chose que mon frère. Alors, tu connais Laye Bamba? Oui. Mais alors, mais c'est ton gars? Oui, c'est mon frère. Oui, c'est mon cousin. Oui, on a de la parenté. Oui, c'est mon parent l'ébout, etc., etc. Donc, nous, on aime la fraternité. On se retrouve dans ça. Au point que d'ailleurs, au Sénégal, quand vous saluez quelqu'un, la première chose qu'il vous demande, c'est comment vous vous appelez. Et il va s'appesantir surtout sur votre nom de famille pour savoir vous êtes de quelle ethnie, vous êtes de quelle famille, etc., etc. Parce que ça les sert de repère pour élaborer des liens. Donc, quelquefois, le client peut venir dire bonjour, etc. Il vous demande comment vous appelez. Et il y a certaines personnes qui vont dire au client, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi tu veux savoir comment je m'appelle? Il veut savoir comment vous appelez. Parce que pour lui, c'est un élément important. Le fait de savoir comment vous appelez, d'avoir votre nom, ça lui permet, lui, d'avoir plus confiance en vous. Mais donnez-lui votre nom. Ou donnez-lui votre nom de travail. Quand vous allez en télémarketing, ou ce qu'on appelle en phoning par exemple, ceux qui font dans les centres d'appel ou dans ce qu'on appelle les centres de relations, tous les téléopérateurs ont des noms qu'on leur donne. Ce qui fait qu'eux, ils travaillent avec ces noms. Ils vous saluent en vous donnant leur nom. Bonjour Mohamed Khan, bonjour Samba Ndiaye, etc. Et vous pensez que c'est Samba Ndiaye. Quelquefois, vous cherchez même pas à savoir s'il s'appelle Samba Ndiaye ou pas. Mais le fait qu'il vous ait donné son nom est déjà pour vous un élément de sympathie. Donc faites attention à ça. Si maintenant vous pensez que donner votre vrai nom, c'est un problème pour vous, travaillez sur une tactique et trouvez des noms qui sont des noms d'emprunt sur lesquels vous allez travailler avec la clientèle. Mais dans ce cas, ne donnez pas votre numéro de portable à votre client. Alors, je dis souvent, ne donnez pas vos numéros de portable à vos clients parce que si vous donnez un nom qui n'est pas le vrai, vous lui donnez votre portable, vous pouvez vous appeler dans un autre contexte ou que le numéro soit connu par un de ses amis et il va le découvrir et en ce moment-là, ça va être extrêmement mauvais. Donc, il faut savoir vraiment gérer cette distinction entre vie privée et vie professionnelle. Voilà, bien. Donc, il y a des clients qui seront contents que si, par exemple, c'est un bas, il sait que vous aussi, vous êtes bas. Ou bien, il sait que vous êtes halpoula. Ce n'est pas une histoire d'esthétisme, mais c'est une histoire de ressenti. C'est très important. Il y a des gens qui vont dans un point de vente ou qui achètent un produit parce que tout simplement, ils disent « c'est vendu par ma soeur » ou « c'est ma soeur qui m'a recommandé » ou « c'est mon copain » ou « c'est mon frère » ou « c'est mon cousin ». Ça devient son critère d'achat. Ça, c'est un critère d'achat sympathique. Donc, si quelqu'un vient vous dire bonjour, oui, est-ce que Sanoudiaï est là? C'est qui Sanoudiaï? Sanoudiaï, ah oui, Sanou, non, il n'est pas là aujourd'hui. Hein. Ah d'accord, non, lui c'est mon cousin, etc. D'accord, monsieur, qu'est-ce que vous voulez acheter? Mais il va vous dire, je n'achète rien.
Parce que la principale raison pour laquelle il vient, c'est parce que Sanou Ndiaye travaille ici. Si Sanou Ndiaye ne travaille pas ici, il ne serait pas venu. Donc parlez-lui bien de Sanou. Montrez-lui que Sanou est vous aussi, votre copain, pour créer justement des liens communs. Il va se dire, si je viens ici pour Sanou parce que je l'aime bien, et que la personne qui est en face de moi, malgré l'absence de Sanou, me montre que lui aussi il aime Sanou, ben le résultat c'est que l'ami de mon ami est mon ami. Donc moi aussi je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais me retrouver en lui et je vais acheter. Et ça va me faire un nouvel ami. Donc ça aussi c'est des choses extrêmement importantes. Quand un Diop vient vous dire, vous êtes un Diop, oui, ah moi aussi je m'appelle Diop, donc sérieusement vous êtes mon neveu. Pourquoi vous allez refuser d'être son neveu? Qu'est-ce que ça vous coûte d'être son neveu le temps de la vente? Très sérieusement. Voilà. Ou bien quelquefois ça va être, ah oui vraiment, vous êtes Diop, ah d'accord, alors vous êtes Diop de Mbeleké là-bas, vous dites non, 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 nous on n'est pas de Mbeleké, hein, nous c'est Diop Martar, là et Martar ici, là, Diop Serigne Dakar. Pourquoi tu vas dire Diop Serigne Dakar? Le client veut que tu sois Diop de Mbeleké. Sois Diop de Mbeleké. Parce que lui se sentira à l'aise. Il sera plus heureux, plus en confiance de savoir que vous êtes Diop de Mbeleké parce qu'il a des parents à Mbeleké. Soyez son parent le temps de la vente. Parce que le plus important, ce n'est pas d'habiter Mbeleké ou d'être Diop. Le plus important, c'est qu'il accepte d'acheter. Jouons sur ça. Donc, travaillons sur la priorité et non sur les aspects, sur les éléments d'environnement qui, en réalité, ne peuvent que nuire, notamment si on y prend garde à notre entretien de vente. Voilà, bien. Je ne sais pas si j'ai fait l'économie du son cas. Hein, voilà, Laye Bamba, Djaby, Mbow, Matar Amassi, tout ça, voilà. Mais je crois avoir essayé de présenter les 6 caractéristiques psychologiques et psychologiques psychosociologiques du moins, qu'on peut trouver sur un client et qui peuvent être pour lui des critères de choix, soit du produit ou des critères de choix du lieu d'achat. C'est pas pour rien que lorsqu'on fait des enquêtes pour des produits, on ne cherche pas seulement à savoir quelles sont les motivations d'achat du client. On cherche à savoir aussi quels sont les critères d'achat du client. Mais je dis tout le temps, c'est très important de se poser aussi la question de savoir quels sont les critères de choix du lieu d'achat. Il n'y a pas que... Parce que si on connaît les critères d'achat du produit, c'est une chose, il faut aussi savoir le lieu d'achat, quels sont les critères de choix. Et tous ces éléments sont déterminés par notamment la grille son cas, qui sont notamment les facteurs psychologiques qui vont diriger le client vers un produit, un service ou un lieu d'achat. Voilà, bien. Je voudrais vous remercier très très sincèrement pour votre écoute, voilà, pour tout ce temps qu'on passe ensemble, pour les échanges. Je suis très très fier en tout cas de tout le travail qui est fait sur Marketing TV Monde. Je voudrais en profiter aussi pour saluer Sanou Ndiaye qui est mon cousin, donc c'est mon cousin, c'est mon promotionnaire à l'école militaire, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, qui préside le groupe ou l'association plutôt No Stressland, qui fait énormément d'actions sociales, auquel d'ailleurs Marketing TV Monde est associé. Je crois que Laye Bamba sera associé à l'action sociale qui sera faite pour les enfants atteints de cancer à l'hôpital Le Dantec. Voilà. Donc, notamment, il faut savoir que nous avons beaucoup de Sénégalais qui font des bonnes œuvres, qui font dans le social. Il ne s'agit pas seulement de contribuer en termes d'argent, donner son énergie, en parler aux autres, se mobiliser, participer. À mon avis, c'est très important. Il s'agit pas, c'est pas seulement une question d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui en donnent assez. D'autres en parler, d'autres avoir de l'écoute, d'autres avoir de l'empathie, etc. Donc, je crois que nous devons aider tous ces gens qui font des actions sociales parce qu'ils le font avec le cœur. C'est pas leur métier. Sanou Ndiaye est un manager, notamment à l'aéroport. Je crois qu'il a une position assez bonne. C'est un cadre supérieur et c'est quelqu'un qui a une très très bonne réputation dans son travail. Il ne gagne pas dans le travail qu'il fait, au contraire, il contribue lui-même. Et je crois que c'est très important que nous, on l'appuie pas seulement pour l'argent, mais en termes d'encouragement, en termes en parler, notamment faire plus attention à ces gens, c'est très important. Donc une action sociale est prévue. Je crois qu'ils ont déjà cotisé, ou en tout cas ils ont fait de l'argent pour donner à des enfants à des enfants de parents qui sont décédés. Ça c'est très important, c'est des gestes qui vont très au cœur. Et ils ont, je crois, aussi préparé une action, ils l'ont déjà faite, je crois, pour remettre à des enfants aveugles à Kaolack. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment de l'empathie. Et souvent, je dis qu'en ces périodes de 2020-2021, où généralement, on ne fait pas beaucoup de bonnes actions, c'est l'occasion de passer un petit 1000 francs ou 2000 francs pour contribuer afin de soulager un peu sa conscience. Voilà, bien. Je voudrais terminer pour faire une félicitation énorme
un big up à Lai Bombasek. Lai Bombasek est un homme extraordinaire, je ne vous le cache pas. C'est un jeune, c'est quelqu'un qui a un de talent. Vous n'imaginez pas les efforts qu'il fait. Vous n'imaginez pas son engagement personnel. Vous n'imaginez pas le temps qu'il consacre pour faire de Marketing TV Monde ce qu'il est. Vous le voyez voyager, personne ne lui donne des frais de voyage. Il mobilise ses propres frais. Il va à l'extérieur dans d'autres zones. Il habite notamment dans des hôtels. Il paye avec sa poche. Il se déplace avec sa propre poche. Vous l'avez vu quand il partait chez Diarisso, il a loué une voiture. Il a payé de sa propre poche. C'est très, très, très important, chers amis, qu'on puisse nous aussi penser à ça. Les gens qui interviennent sur Marketing TV Monde sont des gens d'une très, très grande générosité. C'est des gens d'une très, très grande respectabilité. Et la seule chose qu'on demande, c'est qu'on puisse partager nos vidéos, c'est qu'on puisse échanger avec nous, c'est qu'on puisse en parler à d'autres, c'est qu'on puisse aussi participer dans les émissions et éventuellement, si quelqu'un d'entre vous a un thème intéressant qu'il veut traiter, qu'il vienne le partager. Ce que nous le faisons par citoyenneté. Citoyenneté. Vous voyez beaucoup de choses qu'on met sur Marketing TV Monde. Je ne veux pas donner le nom d'entreprise. L'IBAMA fait tout le travail de branding et tout pour des noms d'entreprises que vous voyez tous les jours. Ces entreprises ne donnent pas un rond à l'IBAMA Sec. C'est très important de savoir. Un rond n'entre pas dans Marketing TV Monde. C'est zéro. C'est gratuit avec des gens qui sont mobilisés pour ça. Donc, suivez la chaîne. Faites-vous abonner sur la chaîne. Augmentez notamment les partages des vidéos. Allez aussi sur la chaîne YouTube parce qu'il y a une très très belle chaîne YouTube de Marketing TV Monde. C'est vrai qu'on n'a fait pas trop la promotion sur la page Facebook, mais toutes ces vidéos-là peuvent être revues sur une qualité HD qui est encore meilleure pour regarder les vidéos, pour les partager, pour les enregistrer et les revoir quand on veut. Parce que les savoirs qu'on développe, c'est des savoirs qui peuvent être utiles pour tout le monde, partout et n'importe quand. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une agréable nuit, que Dieu nous protège, que Dieu nous aide contre ce virus, que ce virus puisse disparaître. Je demande à chacun, comme le dit ma sœur Anne-Marie Fall, de respecter les gestes barrières, de savoir que chacun d'entre nous est un porteur potentiel du virus, mais chacun d'entre nous est aussi un transmetteur potentiel du virus. Et nous avons énormément de personnes qui meurent parce qu'ils ont été contaminés par les plus jeunes qui ne savaient même pas qu'ils étaient contaminés. Et beaucoup de gens parmi nous ont des comorbidités, les maladies cardiovasculaires, diabète, enfin bon, toutes ces maladies-là sont extrêmement présentes et touchent de plus en plus des gens qui ont 30 ans, 35 ans, etc. Faisons attention, respectons les gestes barrières, prions, mais surtout continuons à travailler, à développer le télétravail pour aller plus loin. Voilà. Je vous remercie, je vous salue et à très très bientôt. Merci.